messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Ouverture du Salon international de l'agriculture de Paris. Le Premier ministre conduit la délégation ivoirienne. Patrick Achi visite les stands de ce grand rendez-vous agricole. Le chef du gouvernement a échangé avec des partenaires économiques de la Côte d'Ivoire. Une rencontre pour parler des opportunités d'investissement dans ce secteur. Le ministre de la Réconciliation et la Cohésion nationale est en mission en Allemagne. Kouadio Konan-Bertin a entamé son séjour à Berlin. Il a pris part à une conférence dont l'essentiel de l'exposé était consacré à la contribution des historiens et germanistes à la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est un cadre de partage d'expériences en matière de paix. Le pèlerinage à la Mecque édition 2023 officiellement lancé. Le ministre de l'Intérieur annonce que cette année, ce sont 10 000 pèlerins ivoiriens qui accompliront ce 5e pilier de l'islam en terre sainte d'Arabie Saoudite. Un voyage spirituel facilité par l'État qui maintient le coût du Hajj à 2 millions de francs CFA. Au Nigeria, ce samedi, plus de 87 millions d'électeurs étaient appelés à choisir le président de la République. 18 candidats en lice, un scrutin serré entre 3 favoris, marqué par des problèmes d'organisation et de nombreux retards qui attisaient la colère de certains Nigérians. C'est une œuvre qui parle de l'histoire, non pas comme un déterminisme, mais dans l'inconditionnalité qui veut que tout ce qui arrive soit compris comme déjà prévu. Vous allez le voir dans l'ouvrage. Kounandi est parti de Dougasso pour la France, malgré toutes les difficultés rencontrées. C'est Amadou Kourouma qui soutenait que tous les bienfaits de la mer se transforment en bénédiction pour l'enfant. Eh bien, Kounandi avait cette bénédiction de Binta, sa mère, que tout Dougasso connaissait pour ses bons actes. Mais il y avait aussi cette prophétie des oracles pour conduire celui qui, a priori, était condamné à tourner et retourner la terre au succès éclatant, profitable à Dougassou et à toutes les autres contrées. Kounandi, Chance au destin, c'est une œuvre de Bakara Moko, un banquier, évidemment, 40 ans dans le secteur bancaire. Aujourd'hui, ce sont les lettres après les chiffres. Comment on explique cette reconversion? C'est tout à fait explicable. C'est parce que il faut reconnaître, et je le dis moi-même, je suis de nature, de tempérament et littéraire. J'ai toujours aimé les lettres, je les ai toujours pratiquées. Depuis ma tendre enfance, j'ai beaucoup lu. Et cela m'a permis, en travaillant à la banque, parce que la banque n'est pas que des chiffres, il faut qu'on le sache. La banque, c'est au-delà simplement des chiffres, c'est autre chose. La banque, en fait, c'est humain. Ouais. Et donc, vous êtes littéraire. On en reparle tout à l'heure. Kounandi, Chance au destin, c'est un roman. On en parle dans 30 minutes, le temps de faire le tour de l'actualité. Et justement, aller dans la capitale française, porte de Versailles. Le Salon international de l'agriculture de Paris s'est ouvert ce samedi. Le Premier ministre est en visite de travail sur invitation de la Première ministre française, Elisabeth Borne. Patrick Achi a visité les différents stands et échangé avec des partenaires économiques. Envoyé spécial à Paris, Herman Guivet. 600 000 visiteurs attendus contre 500 000 l'an dernier. Le Salon international de l'agriculture de Paris ouvre ses portes. Les 7 pavillons de la porte de Versailles aux couleurs de l'événement pour accueillir les 1000 exposants. Au nombre des visiteurs, le chef du gouvernement Patrick Achi et plusieurs membres du gouvernement présents pour l'occasion. Venus des 4 coins du monde, les éleveurs et agriculteurs exposent leur savoir-faire. La vedette de l'exposition, la voici, en portrait et en temps réel. Son nom, Ovalie. Une vache de montagne, âgée de 5 ans, de race saleur. Une bête de toute beauté devant laquelle le Premier ministre Patrick Achi marque un arrêt. Le chef du gouvernement et sa délégation ne peuvent s'empêcher de goûter au fromage Beaufort, produit dans les Alpes, département de la Savoie. Cap ensuite sur les stands de la coopération technique internationale de l'interprofessionnel des semences CMAE, où le chef du gouvernement échange avec Pierre Page, son vice-président. Patrick Achi visite plusieurs autres stands où il se fait expliquer les promotions proposées par les uns et les autres dans la vision d'une mécanisation progressive de l'agriculture ivoirienne. Le Premier ministre échange avec les concessionnaires auto, spécialistes dans la production de machines agricoles. Petit tour au stand de l'AFD, l'Agence française de développement partenaire technique de la Côte d'Ivoire. Le clou de cette visite sera assurément le passage du Premier ministre au stand de la Côte d'Ivoire. Ici, le chocolat chaud de Côte d'Ivoire coule à flot.
Le chef du gouvernement et sa délégation s'offrent une petite gorgée avant de déguster quelques petits fours faits à base d'anacarde. Détour rapide du côté d'un autre stand. Tenez, ici, une forêt du Banco, improvisée, en plein Paris, comme pour montrer aux différents visiteurs présents sur le site comment l'on saigne un plan DVA. Le chef du gouvernement, Patrick Hachi, donne l'exemple. Nous avons été extrêmement heureux de voir que l'agriculture évolue à une très grande vitesse, surtout avec l'avènement du digital, qui donc chez nous va permettre une modernisation beaucoup plus accélérée de l'agriculture dans la transformation de l'économie telle que le souhaite le président. Cette année, en septembre, nous aurons en Côte d'Ivoire le salon de l'agriculture et des ressources animales. On a eu donc l'occasion de voir quels étaient les aménagements, quelles étaient les innovations qui étaient apportées au salon international, de façon à ce que le salon de l'agriculture et des ressources animales cette année à Abidjan soit un très grand événement, non seulement du continent africain, mais également de façon internationale. Donc nous sommes extrêmement heureux de ce que nous avons vu. Nous voulons saisir l'occasion pour féliciter, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, non seulement les ministres qui ont accompagné les délégations, mais féliciter également les exposants pour ce stand merveilleux, très attractif et qui donne de la Côte d'Ivoire une image qui reflète la réalité. Un pays en plein mouvement, un pays dynamique, un pays en plein essor. Saluer les exposants qui, pour certains, sont venus par leurs propres moyens. Je crois qu'il faut insister dessus, c'est très important, et qui permettent de vendre l'image de la Côte d'Ivoire à l'international. Très heureux, satisfait et félicitations à tout le monde. Le Salon de l'agriculture de Paris s'achèvera le 5 mars 2023. Et on quitte la France pour l'Allemagne. Le ministre de la Réconciliation est en mission à Berlin. Kouadio Konan-Bertin a préparé une conférence. Elle portait sur la contribution des historiens et germanistes à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le pays veut s'inspirer de l'expérience allemande en matière de paix. Envoyé spéciaux en Allemagne, Walter Amadou Ouattara, Traoré Zakaria. C'est le siège de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Berlin qui accueille la première étape de cette mission. Kouadio Konan-Bertin et le reste de l'assistance choisie de façon stratégique suivent avec grand intérêt l'exposé d'un expert de l'histoire médiévale. L'universitaire met ainsi en évidence les atouts de l'expérience allemande à travers le thème « Paix, réconciliation et cohésion sociale après crise et bouleversement ». L'Allemagne a une certaine expérience dans la gestion des telles phases de transition. Une meilleure connaissance de l'histoire allemande peut encourager les Ivoiriens à mieux structurer et faire progresser le processus de la réconciliation, tout en étant conscient que la réconciliation est toujours un compromis. Des participants se disent édifiés et comptent davantage apporter leur contribution à la consolidation de la cohésion entre Ivoiriens. Je souhaite que le pays s'inspire de l'Allemagne parce que c'est un fait. Mon rôle, c'est d'apporter des contributions aux préoccupations de la Côte d'Ivoire. Ça a été mon inspiration en créant la Fédération des associations des Ivoiriens pour qu'ensemble, nous ayons cette habitude de communier malgré nos divergences. Conférence fort appréciée par le ministre Kouadio Konan-Bertin. Il s'engage ainsi à inviter dans les prochains jours le conférencier allemand à Abidjan. Devant un public, une cible plus élargie, pour permettre aux Ivoiriens de comprendre ce qui s'est passé ailleurs. Ce serait là une bonne contribution, cette conférence. L'Allemagne, tout le monde sait, tout comme la Côte d'Ivoire, nous avons en la matière des histoires similaires. Et donc, naturellement, que la Côte d'Ivoire, comme l'Allemagne, doit aussi se relever. D'ailleurs, je peux dire aux Ivoiriens, au reste du monde entier, que la Côte d'Ivoire est bien partie. Elle se relève, il n'y a qu'à faire un tour au pays et vous verrez bien. Le chef de l'État dit que tous les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, ont la même importance à ses yeux. C'est pour ça qu'il nous envoie vers eux, pour que nous puissions parler avec tout le monde et nous mettre tous au même niveau d'information sur ce qui prévaut en Côte d'Ivoire, de sorte que nous regardions ensemble vers les mêmes objectifs,
c'est-à-dire rebâtir notre pays, une nation, une indivisible, prospère. Cette session a pu se tenir grâce à la grande implication du général Philippe Mangou, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne. Et on poursuit avec ce communiqué de l'état-major général des armées. Un hélicoptère de transport de troupes de type I-8 de l'armée de l'air ivoirienne a effectué un atterrissage d'urgence dans la localité de Goïtafla ce samedi 25 février 2023 à 17h. Si les raisons de cette manœuvre demeurent pour l'heure inconnues, le professionnalisme de l'équipage a permis de la réaliser en dépit des conditions particulièrement difficiles. Les passagers, au nombre desquels le président de l'Assemblée nationale, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, la vice-présidente du Sénat, sont tous sortis indemnes et des dispositions sont prises pour leur transport et la sécurisation de l'aéronef. Une équipe technique de l'armée de l'air a été immédiatement constituée afin de déterminer les causes de cet incident. C'est signé le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Une convention signée à Niamey au Niger par tous les présidents des conseils économiques et sociaux de l'espace UMOA. Cet accord marque la création des réseaux des conseils économiques, sociaux et institutions similaires des pays membres de cette union monétaire. L'objectif de ces réseaux est de créer un cadre de coopération plus dynamique pour répondre aux préoccupations des populations. Jean-Marc Diadji. Les conseils économiques, sociaux et institutions similaires d'Afrique viennent de jeter les bases de la création d'un réseau. Le réseau des conseils économiques, sociaux et institutions similaires de l'espace UMOA. La création de ce réseau va permettre de rapprocher les conseils économiques et sociaux des organisations sous-régionales et régionales. Il jouera un rôle de premier plan dans les décisions politiques en faveur des populations de la région. Nous devons nous exprimer de manière plus concertée dans la gestion des défis économiques, sociaux, environnementaux et culturels dans la limite de nos responsabilités. C'est là, sans doute, la raison principale qui a conduit à envisager la création des réseaux des conseils économiques, sociaux et institutions similaires de l'espace UEMOA. Un tel cadre de coopération et de concertation sous-régionale permettra assurément de contribuer à mieux relever les défis, en mutualisant les efforts et en partageant nos expériences. Pour le docteur Ejenaka Awele, président du CESEC de Côte d'Ivoire, les questions liées à l'avancée du désert, du terrorisme, à l'emploi des jeunes, à l'autonomisation des femmes, à la valorisation du patrimoine culturel, à l'éducation et à l'intégration sous-régionale appellent à des concertations régulières qui nécessitent la création d'un tel réseau. Il nous revient, dans le cadre de l'intégration sous-régionale, d'apporter à nos mandants, notamment à nos chefs d'État, ce pan important qu'est le regard des acteurs majeurs de la société civile. Nous serons d'une très grande utilité pour eux, d'autant plus que nous saurons les accompagner par la qualité de nos contributions dans la saisie des préoccupations réelles de nos populations, dans la mise en œuvre des politiques mises en place au niveau sous-régional et ainsi participer au développement de nos pays. La création du réseau des conseils économiques, sociaux et institutions similaires de l'espace UEMOA a également eu le soutien du président résident de la commission de ladite institution et de la représentante résidente du PNUD de Niamey au Niger. On reste dans la coopération internationale, cette fois en défense, la France aux côtés des armées ivoiriennes. La coopération française a fait don de 33 véhicules, 27 jumelles de vision nocturne et de 22 radios de transmission à l'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire. La valeur estimée à plus d'1,3 milliard. Ces équipements viennent renforcer les relations militaires entre les deux pays face aux nouvelles menaces sécuritaires. Frédéric Gorebi à Boussanogo. 33 véhicules de type pick-up, 27 jumelles de vision nocturne et 22 radios de transmission, dont de la coopération française à l'état-major général des armées. Ces matériels roulants et d'équipement viennent ainsi renforcer la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France et la capacité de l'armée ivoirienne face aux nouvelles menaces sécuritaires. Cette session s'inscrit parfaitement
dans la volonté française d'accompagner, selon votre besoin, la montée en puissance des FACI au moment où, sous votre impulsion, mon général, les armées de Côte d'Ivoire évoluent profondément pour s'adapter afin de contrer la menace représentée par les groupes armés terroristes présents à vos frontières septentrionales. La hiérarchie militaire a, par la voix du chef d'état-major général des armées adjoint, exprimé la gratitude des forces armées de Côte d'Ivoire aux donateurs. Cet important lot de matériel renforcera davantage et assurément la capacité opérationnelle de notre outil de défense en accroissant ses capacités de projection et en facilitant une plus grande interopérabilité des forces engagées sur la ligne de front. Avec ce don de matériel roulant et d'équipement militaire estimé à 1,3 milliard de francs CFA et la récente visite de son ministre des Armées aux plus hautes autorités ivoiriennes, la France veut faire de la Côte d'Ivoire le pilier de sa présence en Afrique de l'Ouest. Je vous emmène dans le nord du pays. Le président du conseil régional du Tchologo a présidé à Ferké la première session 2023. Les forces vives de la région prit part à cette réunion présidée par le ministre d'État Téné Birahima Ouattara. Cette année encore, les actions vont se poursuivre pour l'amélioration du quotidien des populations. L'accent sera mis sur les infrastructures sociales et le développement humain. Le reportage de Kader Sokodougou. Jour de retrouvailles entre les forces vives de la région du Tchologo, avec à leur tête le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, cette fois-ci dans son rôle de président du conseil régional. C'est d'ailleurs la première session 2023 de cette collectivité décentralisée. Tout commence par un devoir de reconnaissance. L'actualité récente de notre pays, marquée par l'affaire de nos soldats détenus au Mali, a permis de renforcer le lien armée-nation et la résilience de nos soldats face aux difficultés. Et nous nous en félicitons. C'est donc pour moi une occasion de plus pour remercier la nation entière et particulièrement nos parents de Ferké pour leur soutien en cette période extrêmement difficile. C'est pourquoi je voudrais en votre nom à tous traduire à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, l'expression de notre reconnaissance et notre infinie gratitude. En 2023, les actions de développement ne vont pas s'arrêter. Plus d'1 milliard de francs CFA seront consacrés à rapprocher les services de l'État aux populations. Écoles, centres de santé, eau, électricité, soutien aux jeunes et aux femmes, Téné Birahima Ouattara fera bouger les lignes. Il pourra compter sur tous les cadres de la région. Le maire de Kong, Berté Abdraman Tiemoko, donne le ton en offrant un canteur aux forces de défense et de sécurité. Monsieur le ministre d'État, président de la région du Tchologo, c'est avec un réel bonheur et un insigne privilège que je voudrais vous remettre cette clé pour la mobilité de nos forces de défense et de sécurité dans la région. Merci, monsieur le maire, chers frères, pour cette énième marque de soutien. Et je voudrais, au nom de tout le conseil régional, vous remercier pour cet autre soutien. Conformément au texte qui régisse la collectivité décentralisée, Téné Birahima Ouattara a procédé à une modification au sein de son équipe. 3 postes de vice-président ont changé de main. Le Tchologo reste dans sa même dynamique, son développement avec tous ses enfants. Et ici, dans le Grand Abidjan, le gouvernement veut faciliter l'accès à la nouvelle zone industrielle PK24 d'Akopé-Zedji. Des experts réfléchissent à la construction d'un échangeur qui devra relier la Y4 et l'autoroute du Nord. Des études techniques sont donc menées. Ces travaux vont permettre de déterminer les modalités de réalisation de l'ouvrage. C'est ce que nous dit Moussa Konaté. Zone industrielle PK24 d'Akopé-Zedji. 940 hectares aménagés pour accueillir les entreprises. Pour un accès facile au site, la construction d'un échangeur est annoncée. L'emplacement stratégique de la zone industrielle, vous voyez, elle est juste à côté de l'autoroute du Nord, mais elle est également traversée de part et d'autre par la Y4. Donc il s'agira de pouvoir réaliser cette connexion entre la zone industrielle, mais également toute la ville d'Abidjan, de façon à pouvoir assurer la fluidité du trafic, aussi bien en direction de la zone
marquants provenant de la zone industrielle. Un échangeur en vue d'une meilleure fluidité d'accès à l'espace de la nouvelle plateforme industrielle. Pour la réalisation de l'ouvrage, une mission d'études techniques et économiques est mise en place. L'étude devra durer 5 mois. L'objectif, c'est avant cet été disposer d'une étude de niveau APS avant projet sommaire et un dossier de consultation des entreprises pour pouvoir réaliser le projet donc en 5 mois. 1 mois et demi pour l'étude préliminaire. L'étude préliminaire va nous donner les grandes idées, les possibilités d'implantation de ce point d'échange et puis quel serait le schéma de cet échange. Ensuite, au niveau de l'APS, on va compléter le levé de terrain, la topographie, les investigations géotechniques, spécifiquement à la variante qui sera retenue par l'administration en tenant compte de l'ensemble des contraintes des parties prenantes. Cette rencontre marque donc le lancement officiel de la mission d'études techniques et économiques du projet de construction de l'échangeur de la zone industrielle PK24 d'Akupé-Zedji, une initiative du PCCET. Projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique, financé par la Banque mondiale et placé sous l'autorité du cabinet du Premier ministre. Pour réaliser ces grands projets, il faut le financement. Les douanes ivoiriennes continuent donc la mobilisation des recettes et s'organise aussi. Le nouveau bureau exécutif de l'Association des femmes douaniers investi ce vendredi. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, appelle à l'égalité professionnelle. Le point avec l'enseigne Bakayoko. Un passage de témoin en douceur, une écharpe au cou, un bâton de commandement en main suivi de branlets et enfin des fumigènes colorés. Le colonel Anne-Marie Dibi, la nouvelle présidente de l'Association des femmes douaniers de Côte d'Ivoire, est désormais dans le fauteuil. Un moment de bonheur. Le bonheur pour nous à FEDSI, c'est de contribuer à la réalisation effective des objectifs de recettes assignés à notre administration. Le bonheur pour nous, c'est de mener une lutte farouche contre la contrebande et toute marchandise susceptible de mettre en danger la vie, la santé des populations ivoiriennes. Le bonheur pour nous à FEDSI, c'est de participer activement à l'édification d'une douane moderne, vertueuse, leader au service de la compétitivité économique. Ce sont ces qualités qui permettent aux douanes ivoiriennes d'accroître continuellement le niveau de mobilisation des recettes. 2151 milliards en 2022 et 2570 milliards attendus en 2023. Des performances réalisées en grande partie grâce aux femmes douaniers réputées rigoureuses et engagées au travail. Les femmes ne déçoivent jamais. Elles sont très souvent à l'écoute. Elles resteront toujours à l'écoute. Chers collègues de la FEDSI, je suis fier de vous. Je suis fier de vous au quotidien, de par le travail que vous abattez. Je suis fier de vous, de par tout ce que vous entreprenez. Le parrain de l'Association des femmes douaniers de Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale a expliqué la nécessité de promouvoir le genre, une obligation morale, mais davantage un impératif de résultat. Il y a 30 ans, nous n'avions pas autant de femmes à la douane. Le nombre ne fait pas la qualité et l'efficacité. 3 services tenus par 3 femmes font plus de 85% des recettes douanières. Vous n'avez pas eu d'avoir 2000 femmes, 3 femmes, et elles font 85%. Mais quand elles vont être 1000 alors, je voudrais les féliciter. L'Association des femmes douaniers de Côte d'Ivoire a profité de l'occasion pour honorer ses pionniers et encourager les nouvelles générations à mériter de l'État. Et la Côte d'Ivoire accueille la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine à partir du 21 novembre 2023. Ce rendez-vous est une plateforme de valorisation pour les entreprises. La tenue de cet événement s'inscrit dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Il permettra de mettre en évidence le savoir-faire et présenter des opportunités d'affaires sur le continent. Le reportage de Frédéric Oulaï, Jean-Luc Gbangbo. Après les première et deuxième éditions, tenues respectivement en Égypte et en Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire déroule le tapis rouge à la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine IATF 2023.
En prélude à ce rendez-vous sur le commerce et l'investissement en Afrique, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME en situe les enjeux. Pour pouvoir organiser de façon effective cette importante cérémonie, il était important pour la Côte d'Ivoire, conformément au cahier des charges, de remplir un certain nombre d'obligations. D'où l'accélération de ce que vous constatez sur le site qui jouxte l'aéroport, la construction du parc des expositions d'Abidjan et également le centre de conférence internationale d'Abidjan. Environ 43 milliards de dollars, soit plus de 26 600 milliards de francs CFA de contrats commerciaux, sont attendus à la 3e foire commerciale intra-africaine IATF 2023, prévue du 21 au 27 novembre 2023 au parc des expositions d'Abidjan. La délégation est sortie de là satisfaite des efforts importants faits par la Côte d'Ivoire pour pouvoir construire toutes ces infrastructures importantes qui permettront effectivement d'abriter cet événement qui aura lieu en novembre prochain. Et nous sommes à un taux de réalisation de l'ordre de 97%. Et normalement, officiellement en tout cas, au plus tard fin mai, ce site devrait être définitivement livré et être disponible. Opportunités d'affaires et création d'emplois en faveur des jeunes. La foire commerciale intra-africaine entend faciliter la fluidité du commerce dans la zone de libre-échange continentale ZLECAf. Plus de 1600 exposants, 35 000 participants, issus de 75 pays, sont attendus à ce rendez-vous. Et avant cette foire commerciale intra-africaine, voyons maintenant ce forum de partage d'expériences. Le ministère de la Solidarité veut valoriser les acquis des ménages bénéficiaires des filets sociaux productifs. Ils étaient réunis pour en discuter. Cette activité a permis de faire le point de cette initiative qui permet aujourd'hui à plusieurs familles de sortir de l'extrême difficulté. William Kakou, Didier Nguesson. Plus de 227 000 ménages à travers les 31 régions de la Côte d'Ivoire sont impactés par le programme des filets sociaux. Un programme mis en place par le gouvernement ivoirien qui a sa 3e phase. Il permet aux ménages vulnérables de bénéficier d'une aide de 36 000 francs CFA chaque trimestre pendant 3 ans. Vraiment, ce projet m'a vraiment aidé. Moi qui ne faisais rien auparavant, je ne faisais pratiquement rien. Et aujourd'hui, ce filet social a changé ma vie. Le projet a permis que je fasse du commerce, je ne faisais rien du tout. J'ai commencé à commercialiser du pain. C'est ce qui m'a aidé réellement à subvenir aux besoins de ma famille. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a fait le point de la mise en exécution du programme et a donné les perspectives. Elle a également remis du matériel roulant et informatique aux différentes directions afin de mener à bien le programme. J'ai retenu, et certainement comme vous tous, que les bénéficiaires, même si la majorité connaît un bon parcours, certains méritent encore d'adopter de meilleurs comportements pour profiter au bout des 3 ans de la chance que le gouvernement leur donne. Chers parents bénéficiaires, à ce jour, ce sont 227 000 ménages qui sont dans le programme filets sociaux. D'ici fin mars, nous passerons à 327 000 parce que pour le président de la République, lutter contre la pauvreté est une priorité. Le programme des filets sociaux lancé en 2015, c'est aussi la formation, l'assistance et une inclusion financière qui viennent en appui aux bénéficiaires. Et rendons-nous dans le nord du pays pour voir d'autres bénéficiaires. La population des 11 villages du canton Kadioua, dans le département de Dikodougou, traduisent leur reconnaissance au président de la République. Depuis 2011, ces localités ont toutes bénéficié de l'électricité, des infrastructures scolaires, sanitaires et hydrauliques, le tout couronné par le bitumage de l'axe Thioro-Boron en passant par Diko et Giambé. La fête de la lumière tenue en présence du ministre Mamadou Sangafowa Koulibaly. Le reportage de Soro Corona. Amadou Sagamassi, couturier à Kadioua, village du département de Dikodougou, région du Poro, travaille aisément depuis l'extension du réseau électrique. Kadioua, chef-lieu du canton, dispose désormais d'une station-service grâce à l'électricité. Avec courant, je travaille vite. Grâce à l'électricité aujourd'hui, la population de Kadioua ne se déplace pas pour aller à Dikodougou, pour aller prendre du carburant. Avec un seul village électrifié avant 2011, la totalité des villages du canton est aujourd'hui connectée au réseau électrique national. C'est un ouf de soulagement
surtout pour l'électrification. Tous les 11 villages sont aujourd'hui électrifiés. La cérémonie de mise sous tension a réuni les filles et fils du canton. Occasion pour tout le Kadioua de traduire sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, on a au moins 15 départements, 15 cantons qui ont le courant aujourd'hui. Vraiment, nous, on est très contents. D'abord, il y a l'information. Sans l'électricité, on ne peut pas avoir de bonnes informations. Le moulin qui nous a été offert par le ministre, l'électricité va permettre aux villageois d'avoir tout ce qu'ils peuvent avoir à partir des moulins. Donc, en tout cas, c'est une grande joie pour nous. L'électricité n'est pas la seule raison pour cette cérémonie d'hommage. Les travaux de bitumage de Las, Tioro, Djembe, Dikodougou, Kadioua-Boron ont débuté. Le fait par exemple que la voie soit vraiment bitumée, ça va réagir effectivement sur le développement socio-économique vraiment du canton. Parrain de cette cérémonie d'hommage au président de la République, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie rappelle l'immense travail abattu en 10 ans pour améliorer l'accès à l'électricité en Côte d'Ivoire. Sangafoua Koulibaly dit merci au nom des populations au chef de l'État pour toutes les actions de développement réalisées. En 2011, le taux de couverture en électricité de l'ensemble du pays était à peine de 30%. Aujourd'hui, ce taux est passé à près de 85% sur l'ensemble du pays. Quant au taux d'accès à l'électricité, en 2011, ce taux était à peine de 74%. Aujourd'hui, ce taux est à près de 98%. Quand quelqu'un pense à vous et fait quelque chose dont vous bénéficiez, il faut lui être reconnaissant. Dieu fera en sorte qu'il fasse davantage pour vous. De 15% des localités électrifiées en 2010, le département de Dikodougou est passé à plus de 92% aujourd'hui. À côté de l'électricité et du bitumage, le canton Kadioua bénéficie d'infrastructures sanitaires, scolaires et hydrauliques. Le ministre de l'Intérieur a lancé le pèlerinage à la Mecque, édition 2023. Le général Wagondo Diomandé a présenté les nouvelles dispositions. Cette année, ce sont 10 000 pèlerins ivoiriens qui vont accomplir le 5e pilier de l'islam en terre sainte d'Arabie Saoudite. Et pour permettre justement au plus grand nombre de musulmans d'effectuer ce voyage spirituel, le président de la République a maintenu la somme de 2 millions de francs CFA pour le coût du Hajj. Konepagasoro de Madongi. 7 000 places contingent étatique et 3 000 places opérateurs privés. Ce sont au total 10 000 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le coût du Hajj, lui, est maintenu à 2 millions de francs CFA et les frais annexes à 161 000 francs CFA, soit un total de 2 161 000 francs CFA. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de l'édition 2023 du Hajj organisée par la Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj. Profitant de l'occasion, le représentant du président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, a invité tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj à plus de responsabilités dans l'encadrement des pèlerins. Sans revenir sur les contenus du Hajj 2022, il ne doit plus se répéter. Je voudrais en appeler à l'esprit le dévouement de chacun des acteurs pour la noble cause de l'islam et de notre communauté. Les propos du représentant du guide suprême de la communauté musulmane, appuyés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui avait à ses côtés le ministre des Transports, Amadou Koné. Je voulais exhorter les opérateurs privés à s'engager, en plus à satisfaire toutes les exigences du cahier des charges, comme je l'ai dit, et la convention du compte séquestre dans le cadre de l'organisation du Hajj 2023. Contrairement à l'année dernière, la limite d'âge qui avait été imposée est levée. La seule condition, c'est d'être en excellente santé. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que les mesures concernant les vaccinations restent en vigueur. L'année dernière et en 2019 et tout ça, il y a des pèlerins qui n'ont pas pu voyager. Ceux-là, nous avons décompté, ils sont 2610. Ils sont prioritaires cette année. Les conseils et les instructions du ministre Wagondo Diomandé, bien perçus par l'ensemble des organisateurs du Hajj et le consul général de Côte d'Ivoire à Djeddah. Tous entendent s'améliorer afin de permettre aux pèlerins ivoiriens d'accomplir cette année avec quiétude leur devoir sacré. La mission Hajj
consciente des défis qui l'attendent, s'engage à se lever à la hauteur des tâches et à maintenir intacte la notoriété de notre pays en matière d'organisation du Hajj. Les sages conseils prodigués par M. le ministre, l'invitation donnée à tous les acteurs du Hajj pour une édition 2023 réussie, et nous nous inscrivons dans cette dynamique. À l'issue de la cérémonie, le ministre Vagondo Diomandé a informé l'assistance que les consultations pré-pèlerinage cette année débuteront le lundi 6 mars et les inscriptions, elles, sont fixées au 8 mars. Dans le reste de l'actualité, les Nigérians ont voté ce samedi pour élire le prochain président du pays. Plus de 87 millions d'électeurs étaient appelés à choisir un président parmi 18 candidats, ainsi que des députés et sénateurs. Un scrutin serré entre les trois favoris, marqué par des problèmes d'organisation et de nombreux retards qui attisaient la colère de certains électeurs. Parmi les candidats en liste, 3 se démarquent: Bola Ahmed Tinubu, candidat du parti au pouvoir, l'APC, Atiku Abubakar, du principal parti d'opposition PDP, et Peter Obi, soutenu par le parti travailliste. Les résultats doivent être annoncés dans les 14 jours qui suivent le scrutin. Et voici ouverte la page culture de ce 20h. Une entreprise de production musicale et audiovisuelle lance ses activités. Elle entend s'inscrire dans la promotion de la culture et le tourisme. Le ministère de la Culture et la RTI ont apporté leur soutien à cette initiative portée par des jeunes. On le voit avec Frédéric Oulaï, Franck Wadiou. 2023, décrété année de la jeunesse par le chef de l'État, un message traduit en acte par nombre de jeunes lancés dans des initiatives entrepreneuriales. Ce qu'on met en avant, c'est le social. Voilà, parce que là, dernièrement, on a constaté que les artistes rencontrent beaucoup de difficultés. Et là, on a eu l'idée de sorte à aider tous les artistes qui n'ont pas assez de moyens. Voilà, les accompagner. Ils ont choisi de rêver et de créer dans le domaine de l'audiovisuel, de l'événementiel et du label musical. Cette structure, à travers ses différents produits, entend promouvoir la culture et le tourisme. L'initiative constitue une opportunité de visibilité et d'employabilité pour les promoteurs et les jeunes en quête d'emploi. Le représentant du président du conseil d'administration de la RTI et de celui du ministère de la Culture marquent l'engagement de leurs structures respectives à les soutenir. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui prennent des initiatives. Il faut bien les accompagner. Il faut les accompagner en leur donnant des marchés. Il faut les accompagner en conseil. Il faut les accompagner en leur offrant des espaces dans toutes les cérémonies pour qu'aujourd'hui cette jeunesse-là puisse s'exprimer. Outre les volets audiovisuels, événementiels et musicaux, cette structure de production entend mettre sur le marché un magazine dont la sortie est prévue pour le 15 mars prochain. De la communication, l'actualité est marquée par cette nuit de la communication, soirée des Ébonies. Les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire seront connus ce soir au cours de cet événement qui se tient à Yamoussoukro, dans la capitale politique. Une soirée parrainée par le président de l'Assemblée nationale, Adama Biktoko, qui soutient ainsi les activités de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Et nous retrouvons Koudandi, Chance ou Destin, un roman de Bakaramoko. Monsieur Bakaramoko, bonsoir. Bonsoir. Sinon, rebonsoir. C'est une œuvre qui parle de faits d'actualité comme l'immigration clandestine, mais abordée différemment, surtout sous un angle qu'on n'a pas l'habitude de voir. Est-ce une simple fiction ou inspirée de faits réels? Je sais que je vous dis simplement que Kounandi, entre plusieurs sujets qu'il brasse, parle de l'immigration clandestine, mais dans le sens d'essayer, dans la mesure du possible, de corriger les mœurs. Amener les jeunes gens, les enfants, les uns et les autres à comprendre que ce n'est peut-être pas la solution véritable et qu'il faut peut-être penser à son propre pays, à en tirer tout ce qui peut permettre de vivre sa vie tranquillement. Et je pense que dans cette voie, beaucoup de possibilités existent, M. Koulibaly. D'accord. Alors, on voit une idée de ce roman avec Serge Pacom Didi et Didier Nguessan et on se retrouve tout de suite. D'accord.
Kunandi aux chances, destin en langue malinké est la deuxième œuvre littéraire de Bakaramoko, Conseil économique et social. La religion, projet d'immigration clandestine, le respect de certaines valeurs africaines sont en autres les thèmes abordés dans cet ouvrage de 114 pages. L'auteur évoque l'histoire de Kunandi, un jeune paysan africain guidé par le désir effréné de réussir, de changer de statut social. Avec certains de ses amis, Kunandi essaie de partir à l'aventure par des voies clandestines. Parmi le groupe, seul Kunandi est recalé. Il est ensuite recueilli au sein d'une église catholique et scolarisé, bien qu'étant de religion musulmane. Grâce à cette communauté catholique, Kunandi finit par se rendre en Europe par la voie légale. L'amour, la foi, la résilience et l'éducation religieuse, l'unicité des religions sont des valeurs que met en exergue l'auteur dans son œuvre. Alors, Kunandi, c'est vraiment une histoire singulière. Oui. Il ne savait pas lui-même qu'il était peut-être investi d'une mission peut-être divine, ou alors à un coup du destin, lui qui devait sortir de Dougasso et revenir en héros, en sauveur. Alors, il était peut-être, disons, juste un élément de l'histoire de son village. Bien, le livre met plutôt une histoire de l'élément. Je crois que pour simplifier, il faut qu'on comprenne que Kunandi est né dans un contexte très particulier. Kunandi, pendant que sa mère, Binta, était en grossesse, tout le monde voyait des gens, les oracles prédire un grand destin à ce garçon qui allait naître. Parce qu'eux savaient déjà que c'était un garçon, surtout quand on sait qu'à l'époque, ce n'est pas évident de déterminer du sexe de l'enfant. Alors, Kunandi, donc, vient dans ce contexte-là, malgré les difficultés réelles qui sont les siennes, malgré la vie pratiquement difficile à tenir en tant que paysan, fils de paysan, lui-même se posait des questions de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir, moi, un jour, être dans ce pays, ce village-là. Quand on me dit que je serai grand, je serai quelqu'un qui pourra faire quelque chose. Mais comment je vais pouvoir y arriver? Il finit par commencer et prendre la route, quitter Dougasso. Tout à fait. Mais il avait surtout cet homme, cet invisible qui le suivait tout le temps. Comme on dit, voici le chemin. Oui, alors cet homme qui le suivait là, personne, ni vous ni moi, ne pourront dire véritablement qui c'est, mais qu'il intervenait toujours à bon escient. C'est quelqu'un qui vivait la vie de Kunandi comme s'il était logé en son fort intérieur. Kunandi a vécu, et à chaque fois au finish, Kunandi réclamait la présence de ce monsieur. C'est lui qui l'a un jour vu comme ça au champ, et puis il lui a dit, toi, tu vas être quelqu'un dans cette ville-là, cette vie. Toi, tu pourras compter sur moi. À chaque fois que tu seras dans des difficultés insurmontables pour toi, appelle-moi. Et je serai là pour te répondre. Et on l'a vu au cours de l'odyssée de ce garçon. Surtout au moment où on peut parler de déclic lorsqu'il rencontre Père Bossu sur le chemin de cette immigration. Exact. Il a rencontré un homme particulier, le Père Bossu. Le Père Bossu, lui non plus, ne s'attendait pas à le rencontrer. C'est quelqu'un qui avait une mission, celle de développer des projets agricoles dans le pays, dans son pays, où il vivait, et où notre ami Kunandi a été arrêté et séquestré en quelque sorte. Mais compte tenu de son intelligence, compte tenu de ses capacités de son destin, ça revient. Ou bien de la chance qu'il a eue, ça revient. De la chance qu'il a eue aussi de tomber sur le Père Bossu. Donc il est resté, il a travaillé là avec les jeunes gens qui étaient là, et son expérience du terrain, du sol, de la culture a primé surtout. Et comme toujours, poussé par cette volonté de partir vers le succès, il y a cette opportunité de bourse pour intégrer cette école d'agronomie en France. Et là,
Et, oui, et là aussi, alors vous allez me parler de destin, de bourse, de chance, mais effectivement, pendant que tout le monde se demandait comment cette histoire va finir, une opportunité s'ouvre. Le ministre de l'Agriculture du pays hôte avait besoin de jeunes gens pour les amener en France, pour les former. Et le père Bossu en profite et inscrit notre ami dans la liste. Kounandi qui va en France, qui rencontre là encore le petit frère à père Bossu, Alexandre, un grand homme d'affaires, agro-industriel, qui va soutenir Kounandi jusqu'à l'obtention de son diplôme. Il rencontre Alexandre Bossu, qui est un frère au père Bossu, et qui est riche, extrêmement riche. Et celui-là se prend de sympathie pour lui et décide de l'adopter. Et l'adoption va aller jusqu'au mariage avec sa fille. Oui, la fille d'Alexandre Bossu. Exactement. Et finalement, l'histoire s'accomplit. Kounandi revient à Dougasso comme l'avait... Il devient riche. Il revient posé. Il revient en pleine mesure de ses capacités, comme il avait souhaité. Et il apporte au village ce que j'ai toujours souhaité moi-même, c'est que l'histoire finisse en paix et qu'au finish, Kounandi puisse apporter tout ce qu'on attendait de lui et qui était prévu par les oracles. Alors, Kounandi, pour vous-même, est-ce une chance ou le destin? Bonne question. Je vous laisse le soin au lecteur de répondre. Mais c'est d'accord. En tout cas, c'est une œuvre qu'on a lue avec beaucoup de plaisir. Oui. On ne s'arrête pas une fois qu'on a commencé. Ça a été mon cas. Je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Merci, M. Bakara Moko, auteur de cet ouvrage. C'est le deuxième qui vient de vous. Je voudrais juste, avec reposé, très rapidement, oui, remercier ceux qui m'ont apporté leur soutien, les éditions Mona qui m'ont apporté leur soutien, sans faire de publicité. Et je voudrais remercier, en toute sincérité, le ministre de la Communication qui a bien voulu assister à la dédicace et parrainer la dédicace. Ce sont des éléments qu'on n'oublie pas, parce que tous les écrivains n'ont pas cette chance. Kounandi, chance au destin de Bakara Moko, c'est un roman, évidemment, à lire. Merci, l'invité de la page culture de ce soir. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que le ciel qui donnera la pluie, on ne le démontre à personne. Dieu le voulant, on se retrouve demain.